Voilà. Bonjour tout le monde. Cycle de visioconférence du Collège international des seniors Harmattan. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons Françoise qui va se présenter, qui va nous présenter un livre qu'elle vient de faire paraître chez l'Harmattan, un récit de vie, si j'ose dire. Peut-être que c'est pas le bon mot déjà. Voilà. Et donc nous écoutons un grand moment Françoise et ensuite débat. À toi de jouer Françoise. Eh bien, bonjour, merci de venir m'écouter. Je suis un peu gênée parce que chacun d'entre nous a un récit de vie. Aujourd'hui, ça tombe sur le mien, mais vous avez tous une vie spéciale et une histoire unique à raconter. Donc, allons-y pour la mienne, qui n'est pas mieux ni moins bonne que l'autre. Elle est une vie moyenne que j'ai été amenée à écrire. Je ne sais absolument pas pourquoi. Est-ce que ça va pour le son? J'ai un écho. Magnifique. Alors, ma vie, Ah, ça y on est. va présenter en 4 parties, comme c'était marqué sur l'invitation. Et la première partie, c'est la naissance et la jeunesse, qui va nous conduire de 1938, oui, j'ai 87 ans, à 1969, année où nous avons pris un bateau pour aller du Havre à Montréal. Alors, je suis née à Toulouse. Et j'ai passé mon enfance à Bayonne, d'où l'accent que je pourrais très facilement avoir si on me parle sur le même ton, avec le même accent. Je suis née 2 ans avant la guerre, mais j'ai été, comme tous les Françaises et les Français, née à la fin des années 30 et jusqu'en 1945, j'ai été marquée par la guerre. D'abord, en 1939, mon père a été mobilisé. À ce moment-là, il avait un bébé, moi, et ma mère ne l'a quasiment pas vu pendant 6 ans, puisqu'après la guerre, il a été prisonnier des Allemands. Elle l'a vu quand même une fois, il a eu une permission, juste le temps de faire ma petite sœur, qui est arrivée en mai 40. Donc maman s'est retrouvée toute seule avec 2 bébés, et elle a été obligée, vraiment obligée, d'habiter chez ses beaux-parents. Parce que les circonstances... alors chez mes grands-parents paternels, j'ai vu tout de suite et très vite des conséquences de la guerre parce que les voisins étaient juifs, comme ma grand-mère maternelle d'ailleurs. Et ils ont été emmenés par la Gestapo, on ne les a jamais revus. Et à leur place, il y a eu le commandant de la commandanture allemande, lequel voulait avoir des relations de bon voisinage avec ma grand-mère, qui ne voulait rien savoir de sa part, mais qui était poli. Donc, quand il est venu faire ses salutations, elle l'a reçu sur le seuil et elle risquait déjà quelque chose parce que derrière elle, il y avait une horloge qui est d'ailleurs chez nous à Montréal, si vous venez. Et sur cette horloge, il y avait l'heure allemande parce qu'on était obligé de vivre à l'heure allemande, c'est-à-dire il y avait 2 heures de décalage avec le soleil. Bon, ma grand-mère n'a pas été dénoncée par son voisin. Elle a même eu le toupet, quelques semaines plus tard, d'aller se plaindre des jeunes soldats qui lançaient des ordures sur sa terrasse. Elle va voir le commandant, à une heure où il était chez lui, et elle se plaint. Bien entendu, il le reçoit sur le seuil, et elle explique que c'est pas normal que des soldats allemands fassent des saletés. Ce à quoi le commandant répond: ils ont 17 ans, et demain, ils partent sur le front russe. Ça veut dire qu'ils ne reviendront jamais. Le cœur de ma grand-mère fond, et elle dit: ne leur dites rien. Et il répond: si, je leur dirai, madame, ils ont 17 ans, mais ce sont des soldats. Bien sûr, ils sont partis, on ne les a jamais revus, mais la France ne cherchait pas à revoir les troupes allemandes, quel que soit leur âge. Ça, c'est pour la guerre. J'ai vu tomber les bombes en 1944 ou 1945, je ne sais plus, mais elles sont tombées sur Biarritz à cause de l'aéroport qui n'était pas loin. Et nous avons été épargnés de justesse parce que j'étais mauvaise en orthographe et que maman, qui m'apprenait à lire et à écrire, m'avait obligée à rester, et ma soeur aussi, à la maison pour faire une dictée. Et cette dictée nous a sauvés des bombes de Biarritz. En 1945,
mon père revient. Ah, on ne l'avait pas vu depuis 6 ans. Le seul souvenir que j'avais de lui, c'était ses bottes en cuir d'uniforme, parce qu'elles étaient à la hauteur de ma voiture d'enfant. Et il nous emmène à Dax, où il devait se pointer pour reprendre son travail au chemin de fer, à la SNCF. Alors à partir de ce moment-là, commence à la fin pour moi la vraie école et les déménagements. La vraie école, je me suis fait renvoyer très vite parce que je ne voulais pas aller à la messe tous les jours. Alors j'ai dit ça à mes parents. Mon père est allé voir la directrice, la sœur directrice, qui était extrêmement étonnée qu'un père fasse attention à ce que disait sa fille de 7 ans. Et elle a dit, mais c'est le règlement. Eh bien, mon père a dit, ma fille ira à une autre école. Donc, je suis allée à l'école de tout le monde après cet incident. Ensuite, mon père a été nommé à Tours. Et c'est là qu'arrive mon expérience d'accent. Je me présente, Françoise de Roy. Et toute la classe se met à rire, à rire, à rire. Je ne savais plus où m'installer. J'aurais pu passer sous le pupitre. Je ne l'ai pas fait, j'étais beaucoup trop timide. Timide, empotée et difficile à bouger et à faire parler. Une de mes camarades m'a dit que j'ai changé depuis. C'est plus ou moins vrai. À Tours, le principal souvenir, en fait, il y en a deux, de mes souvenirs à Tours, c'est d'une part la merveilleuse expérience pédagogique des classes nouvelles au lycée. À Tours, je suis arrivée à la fin du primaire, j'ai fait 2 ans de primaire, arrive le secondaire et on propose aux parents une nouvelle expérience pédagogique. Et les professeurs étaient invités à sortir leurs élèves chaque fois que c'était possible pour que la classe ait lieu dehors, devant l'objet du cours. Ce qui est merveilleux pour le professeur d'histoire, parce qu'en France, il suffit de gratter un peu dans toutes les villes et on trouve toutes les périodes de la préhistoire à aujourd'hui. Donc, un jour, on s'en va voir les murailles qu'on disait normandes et qu'on dit vikings maintenant, ou du moins un combat qui avait lieu autour de ces murailles qui étaient romaines. Et en passant, on arrive devant une chapelle qui était assez laide. Et la professeure d'histoire et de géographie nous dit, vous savez, cette chapelle, eh bien, il y a une tourangelle qui est allée fonder la première école pour filles à Québec. C'était Marie Guyard, dite de l'Incarnation. C'est rentré par une oreille dans ma vie, c'est sorti par l'autre. Quelques années plus tard, on quitte Tours pour aller à Montluçon. On était furieuses, surtout moi, ma sœur peut-être, mais moi surtout, parce que je perdais mes meilleurs amis. Montluçon, c'est une ville industrielle. Le collège n'avait aucune qualité pédagogique, mais grâce aux aumôniers du lycée, j'ai connu la montagne, la haute montagne dans les Alpes. Et dans les Alpes, j'ai fait la connaissance, si l'on peut dire, de ce que c'était que la vie entre femmes, et on était capable, on nous apprenait à être capable de faire toutes sortes de choses qui étaient plutôt interdites aux hommes. Par exemple, escalader de hautes montagnes. Je suis très fière de mon premier 3000 mètres. J'avais 14 ans à l'époque, peut-être 15. Donc, Montluçon, c'est une expérience difficile, mais très intéressante, parce que c'est là que j'ai côtoyé le monde ouvrier. Dans ma classe au lycée, il y avait des jeunes filles qui habitaient des endroits qu'elles ne voulaient pas me montrer. J'ai vu quand même comment c'était. Et en 1950 ou 52, 53, etc., dans une ville ouvrière, le logement des classes les moins aisées était épouvantable. Il y avait quand même un poste d'eau à la cuisine et puis 2 pièces, une chambre et une cuisine. C'était pas le luxe. Après Montluçon, dont je retiens les 2 expériences, le kaléidoscope de la société et la sororité, si l'on peut dire, la fraternité pour les femmes en montagne. Après Montluçon, mon père est nommé à Paris. Ça, c'est la délivrance. La délivrance, parce que, non pas à cause de la ville lumière, ça m'était un peu égal, mais parce que, d'abord, je finissais le lycée, je pouvais rentrer à l'université. Et là, j'avais choisi la catho parce que je voulais faire théologie. Mais je n'avais pas le droit.
parce que j'étais une femme. Alors, je me suis inscrite en lettres et j'ai découvert à la Cato, disons, la vie intellectuelle, c'était magnifique. Mais j'y suis pas restée. Parce qu'après l'examen de première année d'université, je me suis dit, si je veux gagner ma vie, c'est pas avec les lettres que je pourrais la gagner. Et je voulais pas être professeur parce que déjà ma voix pouvait flancher. Donc, je voulais trouver rapidement le moyen de gagner ma vie. Je passe le concours à HEC. Je suis collée la première fois et la seconde fois, je rentre à HEC JF, parce qu'HEC n'était pas mixte, c'était donc HEC jeune fille à l'époque. Là, je retrouve les magnifiques méthodes pédagogiques que j'avais connues au lycée Balzac de Tours, c'est-à-dire des travaux en équipe, des travaux sur le terrain, des travaux avec des exemples concrets. On ne nous apprenait pas des choses théoriques. Oui, bien sûr, les maths financières, mais pour tout le reste, c'était des exemples concrets avec des études de cas. Et puis, il y avait du sport. C'était vraiment un enseignement magnifique. Pendant ce temps-là, j'avais fomenté depuis très longtemps le désir d'entrer au Carmel. Alors, le Carmel, ça a été un point fort dans ma vie, d'où le côté spiritualité, parce que c'était pour moi très important d'avoir une option radicale de vie. Je n'en avais pas parlé à ma famille parce que je pensais que ça risquait de faire problème. J'imaginais pas à quel point. Toujours est-il qu'après HECJF et après une expérience professionnelle, je rentre au Carmel et j'en sors 14 mois plus tard et 20 kilos en moins, 20 kilos, 40 livres, parce que les médecins avaient décidé que ce n'était pas vivable pour moi. Alors, grâce à une chaîne d'amis extraordinaires, dont mes camarades HECJF et même la directrice de l'école, on m'offre un stage de 3 mois, ou même pas, de 2 mois, pour me réhabituer à la vie normale. Et je travaille. Et après quelques expériences désagréables où j'ai éprouvé la misogynie épouvantable qui pouvait sévir dans les milieux professionnels, je rentre à Pax Christi. Alors, Pax Christi, c'était un mouvement, ça existe toujours d'ailleurs, c'est un mouvement pour la paix qui avait été fondé dans le cadre de la réconciliation franco-allemande. Et le mouvement à l'époque était important. Ils avaient un état-major à Paris d'une dizaine de personnes, plus les bénévoles, qui étaient des jeunes étudiants qui organisaient les routes et les centres. Alors, les centres Pax Christi, c'était très intéressant. J'y vais un hiver. Je m'occupais du journal à Pax Christi. Alors là, j'étais heureuse comme tout. Je voyais plein de gens et je pouvais écrire. Ça, c'était super. Donc, je m'occupe du journal. Je vais à une session de formation dans les Pyrénées. Et chacun devait, c'était pas très cher, ceux qui voulaient faisaient du ski pendant la journée et puis le soir, mais la nuit tombe vite pendant les vacances de Noël. Le soir, il y avait des séances de formation, des ateliers, des conférences. Et chacun devait aider au service de table ou à la vaisselle ou au ménage, etc. Alors, moi, je demande au directeur, qu'est-ce que je peux faire? Il me répond, va aider Gaston au bar. Alors, c'était un bar évidemment sans alcool, où Gaston servait le café après le repas de midi. Alors, en principe, je l'aidais. En fait, il n'avait pas du tout besoin de moi parce qu'il pouvait tout faire tout seul. Mais j'ai été fascinée par la personnalité du monsieur. Je ne savais pas quoi inventer pour rester près de lui. Alors, justement, son chandail était troué. Alors, je lui dis, ben, je vais te remmailler ça. Et moi qui touche jamais une aiguille, je lui remmaille son chandail. Ensuite, je caffe sa cafetière en porcelaine, pas la cafetière pour tout le monde. Il avait un gros bidule énorme qui faisait du mauvais café. Mais pour les VIP, il avait une cafetière Mélita et je la lui casse. Bon, la session se termine. Quelque temps plus tard, il quitte, enfin, il est nommé par l'état-major de Paris qui avait fait sa connaissance pendant la session. Il est nommé directeur du centre, un centre de jeunesse, une auberge de jeunesse à Lourdes, parce que le directeur avait été renvoyé, peu importe.
il est nommé directeur, il doit monter à Paris. Et il m'écrit sa première lettre, on vient la chercher, la cafetière. C'est comme ça que nous avons fait connaissance. Après Pax Christi, en fait, ça allait très bien chez Pax Christi, mais je rencontrais Gaston de plus en plus souvent, puisqu'il avait quitté le centre de Lourdes après le premier été, et il voulait être étudiant à Paris. Pour être étudiant à Paris, il faut habiter et travailler à Paris, et où travailler à Paris. Une amie rencontrée au centre lui trouve un logement, et Pax Christi lui donne un travail d'emballeur de cartes de vœux de octobre à décembre. Alors là, on se rencontrait tous les jours et on faisait mine de ne pas se connaître, si bien que le directeur administratif, un général en retraite bénévole, me convoque pour me dire « Soyez poli avec Monsieur Pinault, mademoiselle de Roy. Il est intelligent, vous savez. » Finalement, eh bien, il me dit en mai 68, parce que nous arrivons en mai 68, c'était le branle-bas partout. En juin 60, alors lui, pendant ce temps-là, il était parti prendre avec d'autres étudiants, il était parti prendre l'Institut pédagogique à Paris. Il me dit, fin mai, début juin, la société ne va pas se remettre en place, je pars en Israël. Et d'Israël, il m'envoie une lettre, enfin une carte postale. La poste était rétablie après toutes les grèves de mai 68 pour me faire une demande en mariage en ces termes à lui. Alors, excusez-moi, ma gorge toujours. Finalement, on se marie à la mairie du 7e arrondissement, à Paris, parce que j'habitais, mes amis m'avaient trouvé une chambre au 7e arrondissement. Et il me dit, mais le mariage religieux, on va en Israël. C'est comme ça qu'on s'est mariés à Tabga, au bord du lac de Galilée. Je ne savais pas à quoi je m'engageais en épousant Gaston. Je l'ai appris ensuite. Donc, on part à Tabga, on revient, je change de travail, donc j'avais changé quelques mois plus tôt, parce que l'école HECJF m'avait demandé du service dit des carrières pour faire la liaison entre les demandeurs d'emploi et les HECJF diplômés qui pouvaient remplir les emplois. C'était une époque où il n'y avait pas de chômage, on était obligés, les employeurs étaient obligés de prendre des femmes pour des postes administratifs de cadre. Donc, le marché du travail étant florissant pour les HECJF, il fallait engager quelqu'un pour s'occuper de ce bureau. Donc, j'y vais, je deviens enceinte, on me fait un horaire incroyable, c'était avant le télétravail, avant les ordinateurs, mais on me permet de travailler chez moi où je reçois les candidates. C'était magnifique. Gaston, lui, à ce moment-là, avait eu sa maîtrise en sciences de l'éducation. Il était de la première promotion des sciences de l'éducation. Il avait trouvé un poste à Nancy et il recevait des Québécois qui venaient voir cet institut à Nancy où il était, qui était assez connu dans le milieu, le tout petit milieu des sciences de l'éducation et du retour des adultes au travail. Enfin, retour, disons, de la promotion sociale. Donc, il trouve un poste à Nancy, il vient me voir dans l'appartement qu'on avait trouvé grâce à mes camarades HECJF à Paris, et il me dit un beau jour, les visiteurs québécois m'ont proposé un poste à Montréal. Moi, j'avais tout organisé avec ma boss pour travailler chez nous. Ma mère devait venir à la maison s'occuper du bébé. Tout était planifié. Tout tombe à l'eau. On part au Québec. Et nous voilà traversés l'Atlantique. Alors là, les surprises arrivent. Et c'est la deuxième période de ma vie, de 1969 à 1984. Alors, la première chose qui nous est arrivée, c'était merveilleux. On est arrivé en bateau, parce que j'étais enceinte de 7 mois, et les compagnies d'aviation ne voulaient pas de moi. Alors, une amie, encore une HECJF, travaillait chez les armateurs de France, et me dit, il y a un bateau, le Pouchkine, qui va du Havre à Montréal.
partait en bateau. C'était au temps de la guerre froide et le Pouchkine était effectivement un bateau de passagers, mais j'ai appris beaucoup plus tard qu'il était fait pour transporter des troupes déguisées. Dans la cale, il y avait plein de places et peut-être des gens, on ne les voyait pas, mais c'est un bateau à double ou à multiples, c'était un bateau à multiples fonctions. Donc, on embarque sur le Pouchkine, on arrive à Montréal et on a eu au départ uniquement de bonnes surprises. D'abord, il y avait deux personnes qui nous attendaient sur le quai. Il y avait un collègue de Gaston qui s'était dit, ben, ils vont arriver, qui va s'occuper d'eux, et une camarade de Gaston à la Sorbonne qui avait trouvé un stage ou qui devait faire un doctorat au Québec, ou les deux, et qui savait qu'on arrivait par ce bateau. Alors, c'est incroyable d'arriver dans un pays inconnu et être accueilli par quelqu'un qu'on connaît et quelqu'un qui va nous dépanner, car le futur collègue nous dit, ne vous occupez pas de vos mâles, je vais moi-même m'occuper de vous les faire dédouaner. Le plus important, c'est de trouver un logement. Alors, on arrive à 9 heures. À midi, on avait trouvé un logement à 5 minutes à pied du bureau de Gaston à l'Université de Montréal. Et le concierge nous a dit, cette nuit, vous allez dormir dans un autre, parce que dans les 24 heures qui viennent, je vais vous le faire repeindre. Moi, je n'avais jamais vu ça en France. La peinture faite en 24 heures. Et le collègue nous a fait installer le téléphone tout de suite en donnant toutes les garanties nécessaires. Et quand les démarches ont été effectuées et qu'on a déposé nos valises dans l'appartement, eh bien, le collègue nous a emmenés chez lui, nous a invités au repas du soir, et sa femme avait déjà, parce qu'elle savait que j'étais enceinte, pris rendez-vous avec son gynécologue pour que quelques jours plus tard, j'ai un rendez-vous chez le gynécologue et j'ai tout de suite embrayé sur les cours de préparation à l'accouchement. J'étais suffoquée de cet accueil extraordinaire et efficace. J'avais emporté, Gaston évidemment le lendemain se pointe à son bureau, et moi j'avais emporté les coordonnées de 10 personnes qui étaient des amis d'amis. Alors j'ai téléphoné à tout le monde, et tout le monde m'a dépanné d'une façon ou d'une autre, sauf l'évêque qui m'a fait dire par sa sœur ou sa nièce, je ne sais plus, que c'était elle qui s'occuperait de moi. Alors, ça a été des périodes extraordinaires, mais je n'ai pas connu à ce moment-là le vrai monde québécois, c'est-à-dire la plupart des Québécois. Je connaissais quasiment que des universitaires. Mais arrive le moment de l'accouchement. Alors, évidemment, quelque chose que je ne savais pas, c'est que j'avais aucune assurance. J'avais toutes les assurances pour la mère et pour l'enfant en France, mais j'en avais aucune au Québec. Donc, on va dans l'endroit le moins cher, une chambre à 4. Et quand on me parlait, je ne comprenais rien. Il y avait une petite Anglaise en face, dans le lit en face, je la comprenais moins mal. Et un petit exemple, entre autres, on me dit, où sont vos brassières? Ben, moi, je montre les vêtements du bébé. Mais non, c'était les soutiens-gorge. Je ne le savais pas. Mes premières expériences, ou bien si j'ai soif, vous allez à la fontaine. Mais pour moi, la fontaine, c'était pour les vaches, c'était pas pour les humains. Enfin bon, j'ai été confrontée comme ça à des jeux de mots qui m'ont mis au parfum du Québec. De fil en aiguille, j'ai eu un moment extraordinaire, enfin une période, là, cette période 69-84, était extraordinaire pour m'habituer au Québec. C'est que par chance, j'ai pu reprendre mon travail de journaliste que j'avais en France à Pax Christi. Excusez-moi. Et alors là, j'ai pu faire des reportages sur tous les sujets qui m'intéressaient. Alors, il y en avait deux sortes, grosso modo. Il y avait ce que j'appellerais les reportages initiatiques, c'est-à-dire la rencontre de problèmes que je découvrais que je ne connaissais pas. Par exemple, les communes, la vie en commun de groupes, c'était importé de Californie. La recherche de sagesse des Québécois qui, autant ils rejetaient l'Église catholique qui leur avait été imposée, ils n'avaient pas eu la chance de connaître la laïcité depuis leur enfance.
mais il y avait une sorte de course à la sagesse de toutes les sagesses mondiales, et c'était passionnant. Il y avait la question de l'indépendance, qui était aussi passionnante, et j'étais allée la chercher enfin, chercher des réponses dans un reportage au Pays Basque, qui voulait aussi son indépendance. Petite parenthèse, c'est à l'occasion de ces reportages que j'ai rencontré Denise, qui est ici sur nos écrans. Denise, parce que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec nous avait jumelés pour un reportage sur l'information internationale. Il faut dire que j'avais fait un reportage en accompagnant Gaston, pardon, en accompagnant Gaston en Amérique du Sud. J'avais fait une série de reportages qui avaient beaucoup impressionné les collègues journalistes. Et c'était drôle parce que ce qui a été publié, c'était pas ce que j'avais préparé, sauf un ou deux. Ce que toutes mes notes et toutes mes photos, on est allé au Chili, en Argentine, au Brésil, mais toutes mes notes et toutes mes photos sont tombées le dernier jour ou l'avant-dernier jour parce qu'on s'est fait hold-up à Rio de Janeiro. Donc on a tout perdu, sauf les papiers de Gaston qui avaient une poche, mais on était en maillot de bain. Et Gaston, toujours prudent, avait une petite veste avec une poche, il avait l'essentiel. Moi, j'ai tout perdu complètement. On est resté 24 heures, on a eu une chance folle de pouvoir repartir, notamment grâce au consul du Canada à Rio. Donc, je reviens sans mes reportages, mais je raconte ça à la rédactrice en chef de Châtelaine, le magazine pour lequel Denise et moi on travaillé. Et elle me dit, bon, ben, vous allez me faire tout de suite Hold Up à Rio. Alors ça a eu du succès, Hold Up à Rio. Et j'en ai profité pour me rhabiller parce que j'ai été chercher dans Montréal ce qu'on pouvait faire pour se rhabiller pas cher et rapidement. Alors, ce sont les services sociaux, je ne sais plus lesquels, de Montréal, quelqu'un des services sociaux, qui m'a dit, va à tel endroit, on va te faire un laissez-passer. Et j'ai bénéficié d'un budget pour être rhabillée dans un grand magasin. Bon, alors de fil en aiguille, il y a eu pas mal de reportages. Celui qui a été le plus connu au bout du compte, c'était celui sur les prisons, parce que j'avais repris des études à l'Université de Montréal et j'étais allée dans l'équipe de volleyball qui allait en prison. Mais évidemment, je n'avais pas dit que j'étais journaliste, j'étais étudiante. À la suite de quoi, une fois que la session a été terminée et les parties de volleyball, j'ai fait un reportage sur la prison pour femmes. La directrice de la prison était absolument furieuse, elle n'avait pas compris comment il se faisait qu'une journaliste était rentrée. Elle a compris plus tard. Et après le reportage en prison, bon, j'ai fait bien d'autres choses, mais ce qui était très intéressant, c'est que je pouvais en même temps résoudre plein de questions qu'on se posait sur la société et l'histoire du Québec. Alors bien sûr, explorer les problèmes de couple, l'éducation des enfants, les questions écologiques, l'éducation permanente, j'étais bien placée pour en parler, les ressourcements divers, j'avais fait un reportage sur tous les stages possibles et imaginables, y compris les retraites spirituelles, l'information internationale et l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire du Québec et l'importance de Marie de l'Incarnation dont j'avais entendu parler quand j'étais enfant à Tours. L'importance de Marie de l'Incarnation dans l'histoire du Québec et l'importance aussi des autres pionnières de la Nouvelle-France. Mais il fallait aussi qu'on se loge. Alors Gaston, qui a toujours des idées, voulait qu'on trouve un milieu de vie avec d'autres adultes. Alors on a passé une petite annonce dans un quotidien, Le Devoir, en disant deux familles, on en avait parlé à une autre famille, un collègue de Gaston, deux familles cherchent un lieu pour habitat communautaire. 40 personnes répondent à l'annonce. Et l'une d'entre elles me téléphone en disant « Si vous voulez, on fait une réunion chez nous.
Et à ce moment-là, on verra un peu ce qui se passe. Alors, elle organise la réunion chez elle. On était très, très nombreux. C'était un grand appartement d'Outremont. Et là, on fait la connaissance d'un couple et on décide de se revoir. Les autres, manifestement, c'était pas sérieux, enfin, en ce qui concerne ce que nous voulions. C'était du genre, si vous voulez, on en discute toute la nuit. Et nous, c'était pas toute la nuit qu'on voulait, c'était un logement quasiment pour toute la vie. Donc, on prend contact avec ce couple de médecins. Et puis, nous, dans nos amis, il y avait un collègue prof et sa famille. Et puis, les amis médecins avaient un collègue pasteur protestant qui cherchait aussi une solution de logement communautaire. Donc, on se retrouve 4 couples à chercher une solution. On trouve un immeuble avec 6 appartements près de l'université et on l'achète et on partage les 6 appartements en 4 logements. 2 couples prennent 2 appartements et puis on aménage une buanderie commune pour le lavage, un atelier de bricolage pour ceux qui bricolent, ceux et celles qui bricolent, une grande salle de jeu à laquelle on ajoutera un garage pour les vélos. Une fois qu'on a trouvé ce magnifique logement, disons entre parenthèses que maintenant c'est quasiment notre famille à Montréal. Les gens du logement et leurs enfants, on se voit toujours. Une fois réglée la question du logement, Gaston me dit, il nous faut un terrain. Il nous faut un terrain pour que les enfants connaissent le plein air et la culture de la terre. On cherche un terrain avec 2 autres familles, dont l'une était une de celles du logement, les autres avaient des chalets ailleurs. On cherche un terrain, on l'achète, il n'y avait rien. Alors il a fallu se le partager avec question de notaire, faire installer l'eau, chacun pour soi, des puits artésiens, l'électricité. Alors à l'époque, la compagnie d'électricité Hydro-Québec nous installe gratuitement l'électricité sur les lieux. Les voisins qui avaient déjà commencé leur construction, nous pas encore, on a campé pendant 3 ans. Les voisins qui étaient plus rapides, ils avaient l'électricité et le téléphone sur un poteau avec un petit toit, mais il n'y avait pas encore de vraie maison. La compagnie d'électricité installe l'électricité et débranche tout le chemin qu'on avait fait installer. On avait oublié comment c'était à l'arrivée, mais depuis 15 jours, on le sait, parce que 45 ans plus tard, ils ont décidé de débrancher tout. C'est un désert chez nous maintenant. Bon, ceci dit, Gaston était content. On avait notre lieu écologique où on pouvait avoir sous la main la terre, le feu du ciel et le soleil. L'eau, évidemment, il y a une rivière, elle y est toujours. Et puis l'air, le bon air, pas pollué, sauf il y a 15 jours, parce qu'on a reçu les fumées du Manitoba, et sauf il y a 3 ans, parce qu'on avait reçu les fumées du nord du Québec. Donc on avait là tout pour être bien. Et on est en 1984, et le chalet est construit. J'avais calculé un Velux, un reportage. C'est cher les Velux, et ils venaient du Danemark. En 84, je me pensais installée, moitié chalet, moitié Montréal. Gaston me dit, on repart en France pour une année sabbatique. Bon, alors on s'organise pour louer le chalet, l'appartement. On arrive en France, année sabbatique. Et c'est la 3e partie de ce récit. Je ne regarde pas l'heure, je suppose que Pierre regarde l'heure, parce que là, j'ai complètement oublié où nous en sommes. Pierre, tu me couperas la parole si je suis trop bavarde. Donc, on arrive à la 3e partie du récit. À Tours, c'était extrêmement bien parce qu'on a pu réactualiser toutes nos vieilles relations, y compris les relations de Barège où on s'était rencontrés.
et puis découvrir toutes sortes de gens qui étaient partis en Amérique. Et je redécouvre une troisième fois Marie de l'Incarnation, Marie Guyard. Alors là, je ne savais pas trop quoi faire. Je n'avais pas du tout idée d'écrire un livre, mais à une conférence donnée par l'évêque de Tours dans la chapelle de Marie Guyard, ma voisine, qui se trouvait être la sœur d'une amie, me donne, et la femme du recteur de l'université de Moncton de l'époque, parce que c'était dans le cadre de la Biennale de la langue française. Donc, il y avait plein d'universitaires concernés par le français. Une amie me donne un grand coup de coude. Elle me dit, écoute, les moines qui ont écrit des biographies de Marie de l'Incarnation, ça ne nous intéresse pas. Toi qui écris, écris donc une biographie de Marie de l'Incarnation. Bon, je garde ça en banque dans ma tête. Et l'année se continue. J'écris la biographie de Marie de l'Incarnation grâce à plusieurs moines envers qui je dois hommage. Parce que l'un d'eux, c'est un père cistercien qui m'a dit « Vous êtes tout à fait la personne pour écrire ça ». Et l'autre, c'est un dominicain qui était très connu, le père Benoît Lacroix, qui je demande conseil et qui me dit « Vous êtes en effet la bonne personne et je vais vous montrer comment remplir un formulaire de bourse. Il faut demander une bourse et remplissez le formulaire. » Et s'il ne m'avait pas donné l'idée de la bourse et surtout la manière de remplir le formulaire, jamais j'aurais pu écrire Marie de l'Incarnation. Donc, je écris Marie de l'Incarnation, mais pendant ce temps-là, enfin, j'ai été un peu trop vite pour le bouquin, parce que pendant ce temps-là, Gaston est hold-upé par ses collègues de Tours et il quitte Montréal pour s'installer à Tours. Mais les enfants et moi, on ne voulait pas s'installer à Tours. On y était très bien, mes parents étaient ravis, mais on n'avait pas vraiment envie de s'installer à Tours. Alors, il a une idée, là, comme il a tout le temps, auquel personne ne pense, et surtout pas moi. Il me dit, mais on va habiter les deux endroits. Bon, alors on se trouve biloqués, bilocation. Les enfants et moi, on retourne à Montréal. Et lui, et on va le voir, moi je vais le voir en novembre et en mai, quelque chose comme ça. Et lui vient en France aux vacances de Noël, aux vacances de Pâques et pendant les grandes vacances. Bon, ça a fait un rythme assez soutenu des deux côtés, surtout pour lui. Mais ça ne lui fait pas peur, il n'arrête pas. Bon. Alors moi, pendant ce temps-là, à Montréal, eh bien, j'écris Marie de l'Incarnation et je regarde comment le publier. Il y avait un magazine de littéraire qui avait fait un gros dossier sur comment se faire publier. Alors je regarde le dossier et il dit, si c'est votre premier livre, c'était pas le premier, c'était le troisième, mais on oublie les deux autres. Si c'est votre premier livre, vous l'envoyez à une dizaine d'éditeurs différents. Il y en aura bien un qui répondra. Alors je l'envoie à 5 éditeurs au Québec et 5 éditeurs en France, par la poste. C'était en 1988 ou 87, avec mon téléphone. Une semaine plus tard, je reçois un téléphone de Robert Laffont qui me dit « Je le prends ». Je ne pensais pas. Et c'est comme ça que la première édition de Marie de l'Incarnation a été publiée à Paris, chez Robert Laffont. Alors, en fait, j'ai pas reçu tellement de réponses et il y a eu un autre éditeur, Bellarmin, je crois, qui m'a répondu un mois plus tard qu'il le prenait. Je dis, désolé monsieur, mais le livre est déjà pris. Il m'a sauvé la vie, Bellarmin, ensuite. Parce que Bellarmin, Robert Laffont me demande une suite. Alors, le bouquin, le premier, Marie de l'Incarnation, a été vendu, il y a une grosse différence, à 3000 exemplaires. C'est très bien pour le Québec, pour la France, c'est très, très moyen. Et Robert Laffont me demande une suite, tout de suite. Alors, je propose Madeleine de la Pelletrie. Et quand j'apporte mon manuscrit, Robert Laffont avait été vendu à Fixo, qui n'était pas intéressé, mais la dame de Robert Laffont au Québec
parce qu'il y avait un bureau Robert Laffont à Montréal, me dit: je vais vous le faire publier. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé à Bellarmin, un juste retour pour Bellarmin, qui depuis a été acheté par Fides. Donc, après Marie de l'Incarnation, arrive Madeleine de la Peltrie. Après Madeleine de la Peltrie, il y a eu Jeanne Mance, toujours parce que l'éditeur me demande une suite. Là, c'est Fides. Et après Jeanne Mance, il y a eu Jeanne Lebert. Marie de l'Incarnation a été éditée 4 fois, je crois. Madeleine de la Peltrie une seule fois. Jeanne Mance 3 fois. Et Jeanne Lebert une fois. Après, il y en a eu d'autres. Donc, la série de livres était très intéressante. Pendant ce temps-là, quand j'étais à Tours, les gens de Touraine, Canada, alors comme dans un certain nombre de villes en France, il y a 2 associations concernant le Québec et le Canada. Il y a des associations Touraine-Québec, dont nous étions membres, et l'association Touraine-Canada. Touraine-Québec organisait des voyages et des sorties avec une connotation québécoise, et Touraine-Canada organisait aussi des voyages et des sorties, mais beaucoup moins, et s'occupait du souvenir de la mémoire de Marie de l'Incarnation à Tours. Donc, le vice-président de Touraine-Canada, qui se trouvait être un camarade de guerre de mon père, donc il m'aimait bien parce qu'il avait connu les chars d'assaut, il n'a pas été prisonnier, il avait connu les conditions de mon père, et il me dit: Françoise, il faut que vous rentriez à Touraine-Canada. Alors pendant un certain temps, j'étais à la fois membre de Touraine-Québec et de Touraine-Canada. Et puis la présidente de Touraine-Canada était en très très mauvaise santé. Elle meurt. Quelque temps plus tôt, la prieure des Ursulines de Tours me téléphone à Montréal en me disant: Françoise, venez le plus vite possible, c'est grave. Alors je vais voir Madame Baraton avec Denise qui se trouvait en France à ce moment-là. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Donc je vais voir Madame Baraton, on parle. Je sais que j'étais enrhumée, comme souvent, et je lui dis: je ne peux pas vous embrasser. Elle me répond: vous savez, au point où j'en suis, embrassez-moi. En effet, elle est morte quelques jours ou quelques semaines plus tard, mais très vite après. Et donc, elle meurt. Il fallait une succession. Et le conseil d'administration dont j'étais membre de Touraine Canada vote pour savoir qui sera présidente, et ça tombe sur moi. L'autre vice-président m'aimait bien aussi parce que c'était le mari de ma professeure d'histoire bien-aimée qui m'avait montré les murailles vikings et la chapelle de Marie de l'Incarnation, et bien d'autres choses d'ailleurs. Donc ces 2 messieurs trouvaient que je ferais bien comme présidente. Ils me nomment présidente, et pendant 8 ans, je me suis occupée en alternance des bouquins à Montréal et de l'association Touraine Canada à Tours. Alors là, c'était mon introduction à la vie politique, parce que je ne savais pas qu'une association que je croyais remplie de gens de bonne volonté, gentils et conviviaux et aimables, était aussi peuplée, partiellement, c'est vrai, mais partiellement quand même, de personnes insupportables dont l'une voulait absolument ma peau, parce que j'ai appris qu'elle me reprochait d'avoir pris la place qu'elle reluquait, et puis par ailleurs d'avoir écrit avec mes camarades, on était 11 co-auteurs, à la suggestion d'André Vidriquer, qui avait fait la même chose avec ses étudiantes de l'UQAM, d'avoir donc écrit un livre de mémoire de nos classes nouvelles à Tours. Donc j'avais une ennemie féroce qui avait fait des alliés. Et je me suis battue avec bien aidée par les autres membres du conseil, pas tous, mais enfin on avait réussi à changer un certain nombre de membres du conseil. On a réussi à restaurer la chapelle de Marie de l'Incarnation, restaurer les tableaux, changer l'électricité, faire un chauffage. Enfin, on avait fait plein de travaux et de choses extraordinaires, mais moi j'étais épuisée à la tâche.
Alors, de fil en aiguille, j'ai pas démissionné, mais j'ai quitté à la fin de mon mandat. Je suis revenue à Montréal et on arrive à la quatrième période de ma vie. Je ne la trouve pas sur mon ordinateur parce que je vous avais préparé un PowerPoint, mais les techniques n'étaient pas possibles. Mais ça me permet à moi de m'y retrouver. Et comme je suis un peu sourde, si vous parlez, j'aurai du mal, mais pour l'instant, c'est pas si mal. Alors, la quatrième période, je l'ai perdue, mais je la connais quand même. C'est Gaston qui l'a trouvée. Non, non, il ne l'a pas trouvée. Ah non, je ne sais plus où elle est. Bon, peu importe. On arrive à la quatrième période de ma vie. J'arrive à Montréal. Je ne me sentais pas bien. Je vais voir mon médecin qui fait un examen manuel et qui me dit, vous avez sans doute un cancer du sein. Alors, il m'envoie faire des analyses et effectivement, elles sont positives et on me détecte un cancer du sein dont le médecin... Alors, oh, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous ai perdu momentanément. Non, non, on t'entend très bien, pas de problème. Bon, voilà. Alors, voilà, je vous ai retrouvé. Donc, le médecin détecte un cancer. Euh, le mari d'une amie de Tours qui est un gynécologue qui était très connu en France, auteur de manuels de gynécologie, m'avait référé à un médecin du Royal Vic. C'était encore le vieux Royal Vic. Et ce médecin, plutôt un assistant de ce médecin, me dit que mon cancer is not the worst. Mais il était quand même, il avait une circonférence de 7 cm, c'est pas petit. Il me convoque avec Gaston dans son bureau et ils me disent si j'ai beaucoup, me demande si j'ai beaucoup d'amis. Je ne voyais pas le rapport avec le cancer du sein, mais j'ai appris ensuite que les réseaux sociaux et l'activité des réseaux sociaux est absolument extraordinaire dans la guérison des cancers. Donc je réponds oui, je pensais que c'était la bonne réponse, et ils me disent, bon, ben, on va commencer un cancer, vous en aurez pour 6 mois. Ça a duré 1 an et demi, mais j'en suis sortie. Réseaux sociaux, ça c'est aussi quand même une conséquence du cancer, bien que ce soit fragile. Réseaux sociaux. Quand je suis arrivée au doctorat, dans les études menées en parallèle, le directeur de thèse, qui avait dirigé ma maîtrise quelques années plus tôt, me dit, écoute, moi je lui proposais quelque chose sur le vieillissement. Il me dit, c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est Marie de l'Incarnation. Alors on va trouver une manière de la rentrer dans le cadre d'un doctorat. Et il m'a vraiment dit, pas comme ça, mais presque, tu vas étudier les réseaux sociaux de Marie de l'Incarnation. C'était avant Internet, c'était avant X et Facebook, etc. C'était les réseaux sociaux des gens qui connaissent quelqu'un, etc. Alors, je fais ma thèse péniblement aidée par 4 professeurs. Le professeur en titre, une amie professeure qui m'invitait à son chalet, qui m'enfermait pour faire les lectures en anglais pendant qu'elle préparait le repas. Et au repas, je devais lui faire un résumé de mes lectures de la matinée. Alors, c'était une directrice bis, un troisième professeur qui était spécialiste des réseaux sociaux, parce que le premier était un spécialiste des analyses secondaires de données, et puis le quatrième, c'était lui, qui me donnait quand même pas mal de conseils. Alors, de peine et de misère, je finis par faire le doctorat sur les réseaux sociaux de Marie de l'Incarnation. Pendant ce temps-là, il y a eu plein de choses dans notre vie. Ma mère est morte, il y a eu 2 cérémonies à sa mémoire. Il a fallu régler les affaires de famille avec mes sœurs. Donc je quitte Touraine, Canada. Gaston a eu une chirurgie. Il a fallu vendre l'appartement de Tours pour s'installer enfin
à Montréal. On a donc déménagé 3 fois, ma partie d'affaires de ma mère à Tours, tout ce qui était à Tours à Montréal et notre ancien logement de Tours dans le nouveau. Ensuite, à travers ce déménagement, Gaston a frôlé un AVC. Heureusement, l'un de tes amis qui l'aidait à déménager était médecin. Il a tout de suite vu ce qui se passait. On a embarqué nos affaires dans un conteneur pour Montréal. Pendant l'hiver, j'avais peur que tout tombe du côté du naufrage du Titanic. On a emménagé dans un nouveau lieu et Gaston, qui était devenu retraité, imagine des voyages invraisemblables en Chine, Mongolie, Russie, Biélorussie, Pologne, France et même en terre de feu. Alors pendant ce temps-là, moi j'étais à Montréal au téléphone et sur l'ordinateur. Notre fils Yann, pour les derniers voyages, l'avait muni d'un téléphone à tout faire. Et moi, je faisais les démarches. Déjà, j'avais fait des démarches pour lui quand il est parti en vélo en Israël. Un jour, il me téléphone, il était à la frontière de la Syrie, qui n'était pas encore en guerre, mais c'était juste avant. Et il me dit, je suis en rade, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je téléphone à mon amie Monique, dont le mari était turc, et donc il était encore en Turquie. Monique me dit, il n'y a pas grand-chose à faire, je vais au consulat de Turquie à Paris où Gaston est déjà allé, et on me répond, ah, il est parti? Ben, je dis, oui, il est parti, il est arrivé à l'autre bout de la Turquie. Je vais au consulat de Syrie où on ne veut rien savoir. Je téléphone aux différents consulats, ils n'étaient pas encore bombardés de France en Syrie, qui me disent, mais quelle idée a pris votre mari de partir là-bas? Finalement, c'est mon amie Monique qui me dit, écoute, le mieux pour lui, c'est il va à Adama, je crois, une ville turque, il prend un avion, il prend un bus pour Adama, il prend un avion à Adama pour Istanbul, à Istanbul, il prend un avion pour Tel Aviv, ce qu'il a fait. Et je suis allée le rejoindre à Tel Aviv. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'est pas grave. On en est revenu après cette aventure qui a précédé les autres voyages. Donc finalement, on en a survécu à ces aventures, au cancer, et je me suis mise, après toute la série de livres, à explorer la généalogie familiale parce que les archives de nos ancêtres sont presque toutes numérisées maintenant. Donc, de là où je suis maintenant, au chalet, en plein milieu des Laurentides, et grâce à Internet, j'ai pu explorer une bonne partie des archives de ma famille, à la suite de quoi j'en ai eu assez de mettre des noms dans des cases, et j'ai pensé qu'avec ces noms, on pouvait faire plein de choses. Et j'ai donc exploré la généalogie familiale, que j'ai exprimée de différentes manières. Par exemple, grâce à Claire, à Pierre, à Hervé, j'ai pu écrire une histoire inventée sur un arrière-arrière-arrière-grand-père, parce que j'avais les bases dans la tête de son existence, les bases et des données quand même. Parce que dans les archives, on trouve des noms et des lieux et des métiers. Et ensuite, on peut chercher les compléments. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, à partir de la généalogie, j'ai fait des albums familiaux. Et puis, il y a eu le ou la Covid. Il est masculin parce que c'est le virus en France et il est féminin parce que c'est l'épidémie au Québec. Et à ce moment-là, la communauté chrétienne que nous fréquentons à Montréal, ne pouvant pas rassembler ses membres, avait des liaisons par Internet. Alors nous, c'était tout à fait bien pour nous parce qu'on s'était confinés au chalet. Il faut dire que le jour où on a appris qu'il fallait plus bouger, Gaston a pris la poudre d'escampette avec son auto et moi dedans pour s'installer au chalet, et c'est au chalet qu'on était enfermés. Et grâce à la communauté chrétienne, on a eu l'occasion chaque semaine de répondre à une question qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai
dans mon histoire de vie, rassembler toutes mes réponses à ces questions qui jalonnent l'année liturgique chrétienne au fur et à mesure des événements. Et ça se termine donc sur la question de la spiritualité que je n'aborderai pas, sauf si vous avez des questions. Ce que je sais, c'est que je ne peux plus parler et les questions seraient bienvenues. Bon. Merci Françoise. Bon, alors on pourrait poser des questions sur la biographie qu'on vient d'entendre et on pourrait poser des questions sur est-ce qu'une biographie, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la personne? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? Donc il y a deux débats en quelque sorte à avoir. À vous de jouer. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Laisse les questions, laisse les Bon, Oui, justement, c'était cette question-là que je voulais poser, c'est que Françoise, tu as un parcours extrêmement riche, mais sur une très longue période. Non seulement la période de ta vie, mais la période sur laquelle tu as travaillé. Ça va du 17e à maintenant, donc c'est le temps long. Or, nous sommes dans une société où le temps court prime. Et à ce titre, qu'est-ce que tu peux euh, nous redire sur cette confrontation entre le temps long et le temps court? bon, attends, je veux dire à Hervé que je ne peux pas répondre tout de suite parce que ça m'a beaucoup ébranlé cette autobiographie et puis les commentaires reçus. J'ai reçu 10 à 12 lettres euh, très profondes, bon, donc je répondrai plus tard. Alors, le temps long, le temps court. Il y a des fois, quand j'ai commencé à travailler sur Marie de l'Incarnation, je n'ai pas commencé à travailler juste sur elle. Quoique ses autobiographies et les commentaires, c'était du boulot. Lire sa vie par son fils, c'est un énorme bouquin écrit en écriture du XVIIe siècle, avec des F à la place des S, des mots que je ne connaissais pas. C'est beaucoup de travail. Mais en parallèle avec la vie d'aujourd'hui, il y a des moments, j'étais au XVIIe siècle. Alors, j'ai travaillé aussi sur qu'est-ce qu'elle mangeait. Comment est-ce qu'on cuisinait? Elle faisait la cuisine à certaines phases de sa vie. Comment est-ce qu'on cuisinait? Comment est-ce qu'on s'habillait? Je me souviens avoir vu chez son fils, dans le texte de son fils, qu'elle avait des sous-vêtements de coton, qu'elle n'avait pas de sous-vêtements de coton, parce que les sous-vêtements de coton. Alors pourquoi est-ce que son fils disait ça? Personne, évidemment, tous les vieux pères et sœurs qui ont parlé d'elle n'ont jamais remarqué que le fils avait dit qu'elle ne portait pas de sous-vêtements de coton, mais le petit, il le savait. Bon, pourquoi est-ce que c'était nouveau le coton? Parce que c'était récent en Europe. Donc il y a que le riche qui pouvait en avoir. Elle aurait pu en avoir. Elle n'était pas pauvre sans être riche. Mais elle n'en mettait pas par esprit d'ascèse. Donc j'étais moitié au XVIIe siècle avec les conditions de vie et de navigation au XVIIe siècle et moitié en France et au Québec au XXIe siècle. Excusez-moi, je ne vous vois plus. Voilà. Donc, moitié au Québec, moitié en France, moitié au XVIIe, moitié au XXIe siècle. Alors, j'ai vraiment des problèmes et je ne vous vois plus encore une fois. Voilà. Alors, c'était étrange. Le temps au XVIIe siècle, et puis qui était très lent en plus, au XVIIe siècle, pour échanger une nouvelle entre Montréal et Québec, il fallait tout un hiver et 2 mois quand ça allait très vite l'été. Donc, c'était pas évident. Les gens vivaient à un rythme complètement différent.
Évidemment, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas d'électricité, et il fallait couper le bois, porter de l'eau, entretenir le feu, faire son pain. Si le monastère de Québec a brûlé, je ne sais plus la date, a brûlé à un certain moment, c'est parce qu'une novice avait pris la pâte à pain gelée dans la huche et avait mis des braises pour qu'elle dégèle. Et non seulement elle a dégelé, mais tout le monastère a pris feu. Il fallait faire attention à une multitude de choses qui pour nous maintenant ne sont pas importantes. Et pour toi, Françoise? Alors moi, moi, je me trouvais confrontée à l'état de vie primitif, d'une certaine façon, du XVIIe siècle, Oui, mais et la vie d'aujourd'hui, rapide. Il faut répondre tout de suite, il faut prendre connaissance des choses vite, vite. J'étais en décalage, mais d'une certaine façon, j'ai toujours eu l'habitude d'être en décalage. Là, c'était un décalage de temps. Mais j'étais en décalage toute petite entre le sud et le nord de la France, ou le moyen nord. J'étais en décalage de société entre la soi-disant bourgeoisie de ma famille et puis les camarades de classe, filles d'ouvriers à Montluçon. Je me suis toujours trouvée dans le décalage entre la France et le Québec. Je suis née dans un décalage, et j'ai vécu dans un décalage, et je suis toujours dans un décalage. Alors, oui, le temps est quelque chose, mais c'est une variable. Il y a le temps, il y a la société, il y a le climat. Voyez, vous avez trop chaud en France et nous, aujourd'hui, on n'a pas trop chaud ici. On est toujours d'un côté et de l'autre. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Tout à fait. Je crois qu'André voudrait poser une question. André, non? Tu as ouvert ton micro Marielle, alors. Moi, D'accord. j'aurais une question, Marielle. Françoise. J'ai lu plusieurs de tes livres. Bon, je te connais depuis un grand temps. Tu es une raconteuse extraordinaire, mais la question d'être en décalage, est-ce que c'est la prise de conscience prioritaire, je sais pas, que tu as fait en écrivant ta biographie? Ou c'est peut-être autre chose. J'aimerais ça savoir, c'est quoi la prise de conscience, que tu as pu faire par l'écriture de ta biographie, de ta Elle vie. est, elle est très fine, ta question, parce que cette histoire de décalage est la question de Pierre. Cette histoire de décalage, je crois vraiment que j'en ai pris conscience après la biographie. Tout le travail de biographie étant fait, j'en ai pris conscience après dans les conversations avec les uns et les autres et les commentaires des lecteurs. Il y a- Ok. Ça aborde toutes sortes de faits qui m'ont fait prendre conscience que j'étais en décalage et qu'il fallait que je m'habitue, que je l'accepte, parce que ça changerait rien Et de, tu es bien avec ça. Et tu es bien avec ça. Ben, je pense que oui, parce que si j'étais pas bien avec ça, je vivrais mal. Alors autant le prendre comme c'est. Est-ce qu'il y a d'autres prises de conscience que tu as fait? Ah Je sais bien, pas. mais alors je ne sais pas si c'est les biographies, ma biographie, ou si c'est le travail de généalogie sur ma famille, mes grands-parents, arrière-grands-parents, J'ai etc. lu ça, oui. C'est le mixage de classes sociales. OK. Ça touche au décalage. Et puis, l'hypocrisie des classes sociales, l'hypocrisie des classes sociales supérieures. Ma grand-mère nous avait toujours caché, mais vraiment, il a fallu fouiller les archives pour le trouver, que Mm, finalement, sa mère était fille de forgeron. ouais. Et dans la famille, la légende, c'était que les ancêtres de son côté, c'était des négociants ou des juristes. À ce que je sache, des juristes, il n'y en a pas un, c'est juste le mari d'une cousine. Et des négociants, oui, c'était des marchands, mais enfin, c'était pas le grand négoce. À Bordeaux, il y avait du grand négoce, oui, mais il y avait aussi du petit négoce et du moyen négoce. Disons que les ancêtres, c'était
des négociants moyens, une épicerie en gros, paraît-il, parce qu'ils vendaient à d'autres épiciers. Donc là, il y a eu une prise de conscience grâce à la généalogie et grâce à l'histoire de vie qui est allée avec. OK. Merci. Qui veut prendre la parole? Pierrot. Oui, merci, merci, merci beaucoup Françoise de tout ce récit. Et en t'écoutant, ce que je notais, je disais, oh là, quel amour! Je ne sais si tu sais le mot que tu as le plus prononcé, mais le mot que tu as le plus prononcé, c'est celui de Gaston. Et cet amour, il a certainement largement irrigué ton parcours. J'ai cru trouver ou repérer un fil conducteur spirituel, mais je me dis que sans doute que cet amour, alors réciproque tous les deux, a sans doute et à la fois construit des racines et permis des ailes. J'aime bien le terme des racines et des ailes. Et autant au niveau de la famille que du territoire, que sans doute aussi de ce que tu as donné tout de suite comme réponse, comme éclairage autour de la notion du temps et puis la notion là, de transition. J'aimerais bien que tu puisses, enfin je sais pas, j'aimerais bien que tu puisses éclairer là, comment cet amour-là a irrigué ces temps de passage. Ma réponse spontanée, c'est parce qu'il téléphonait tous les jours quand il n'était pas là. C'est que Tu téléphonais tous les jours quand tu n'es pas là. Mhm. Disons, c'est le lien. Le lien et la présence. Mais c'est peut-être pas une réponse. Enfin, enfin, ce que tu dis là m'éclaire aussi sur le fait de dire c'est une réciprocité du quotidien qui renforce les ancrages, qui renforce les racines, qui renforce l'appartenance à la famille et qui, dans le même temps, permet peut-être aussi de développer des ailes pour aller rencontrer d'autres personnes. Euh, Ce que j'ai envie de souligner au travers de ça, c'est toute l'importance de l'amour au sein, enfin, on va dire là au sein d'un couple, et comment cet amour-là nous irrigue, nous dynamise, et que quelque part on a du mal à mettre des mots dessus, ou on n'en parle pas, et que sans doute ça c'est un élément fort de nos constructions. C'est dans le même temps que je me dis, bah, c'est François, c'est Gaston, mais je me dis dans ma tête que je partagerai sans doute les mêmes questions vers Claire et Marc. Tu vois, en se disant, enfin, ce sont où l'amour permet une unité de vie qui décuple les forces de chacun. Enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais je pense qu'il y a des choses là qui sont importantes à ne pas passer sous silence Oui, alors pour faire envie de cette vie d'amour. ce qui est curieux, c'est que dans une précédente interview la semaine dernière, on me pose la question, c'est un peu moi qui avais incité à poser la question, qu'est-ce qui mène le monde? Et je réponds, c'est l'amour. Mais le contraire de l'amour met des bâtons dans les roues tout le temps, on n'a qu'à regarder les informations quotidiennes. bon, Claire, je voudrais bon, ouvrir dans les trois faut termes, ouvrir ton micro, Claire, si tu veux prendre la parole. les Claire. trois termes du sous-titre, c'est Oui, génératif. oui. Non, j'attendais qu'on me donne la parole pour ouvrir mon micro. Bon, ben Claire, vas-y. Ça correspond. Moi, la question que je voulais poser, ça va un peu reposer la voix de Françoise. C'était une question à Gaston. Gaston, cette histoire de vie rédigée par Françoise, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait découvrir des choses? Ça t'a fait comprendre des choses de vous, de toi, de votre histoire que tu n'avais pas vues? Enfin, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu as réagi, non pas forcément pendant, mais en la lisant une fois qu'elle a été
rédigé. Voilà. Bon, la question est à moi. Ah ben oui, oui. Euh, ben, ça concrétise ce qu'on défend, nous, dans l'approche des histoires de vie, là, que personne ne devrait mourir sans avoir fait son histoire de vie. Parce que c'est un retour, une boucle réflexive qui fait prendre conscience des liens entre des événements qu'on ne voit pas quand on les vit, quoi, hein. Donc, ça m'a fait découvrir Françoise. Et puis, euh, alors, je pense que dans la réponse à Pierrot, il ne faut pas oublier qu'on a été se marier sur les bords de Galilée, quoi, hein, sur les bords du lac de Galilée. Euh, et où il y avait enfin, où un charpentier a sorti un message justement pour incarner l'amour, quoi, hein. Et et cette incarnation, elle n'est pas facile, comme dit Françoise. On est dans des mondes en guerre aussi, hein. Son père a connu la guerre, moi un petit peu avec les guerres d'Algérie, et puis avec toutes ces tensions. Moi, je me dis toujours comment vivre en paix dans un monde en guerre, quoi, hein. Euh, et ça, je pense que euh, pour moi, c'est alors l'amour, c'est un grand mot qui est proche de amour, hein, on dit en, en- en espagnol, c'est amor. Euh, et que l'amour est une pulsion de mise ensemble et mise en sens, quoi, hein. Et ça, je pense que les antres, les écarts, les intervalles là, qui nous ont séparés, bon, pouvaient nous faire éclater, hein. C'était des risques énormes. Et s'ils nous ont pas fait éclater, il me semble, c'est parce qu'il y avait cette force tierce, comme on dit, ce tiers caché là, qui essaie d'unir ce qui a disjoint, quoi, hein. C'est ce qu'on peut balbutier sur ce gros mot, quoi, hein. Mais Gaston, euh, outre ce que tu viens de dire, est-ce que en lisant ça, quand même, moi je suis d'accord avec Pierrot, le mot que Françoise a prononcé le plus souvent, c'est le mot Gaston. Et ouais, quand même, c'est pas mal. Tu peux pas te plaindre, hein. Imagine qu'elle ait prononcé un autre prénom, hein. Non, je rigole. Mais donc ma question, elle était beaucoup plus tournée vers toi. Est-ce que à travers ça, tu as pris conscience de choses de toi-même? Sa façon de parler de toi, de ce que tu lui, euh, de ce que tu lui demandais, de ce que vous faisiez, est-ce que ça t'a fait découvrir des choses de toi-même? C'est un peu intrusif comme question. Mais bon, Euh, Moi-même, alors, c'est vraiment une question extrêmement intéressante parce que c'est faire prendre conscience alors de notre différence masculin-féminin. Et malgré tout, il y a des différences on vit tellement dedans qu'on s'en aperçoit pas. Euh, donc, ça fait prendre conscience de ma masculinité un peu gaffeuse, hein, Gaston Lagaffe, qui peut être gaffeuse, euh, qui peut être un peu myope, c'est-à-dire
on ne voit pas toujours l'autre et entre autres le féminin et les dimensions féminines. Donc c'est alors plus directement entre nous. Là, on a écrit un ouvrage dans les dynamiques là, de co-formation sur habiter la Terre, quoi, hein. Et moi, ça, en, en vivant ces va-et-vient, cet éclatement, euh, euh, on avait l'impression, enfin en termes d'identité, quand tu émigres, parce qu'on a émigré, tu n'es plus français, mais tu n'es jamais du pays d'où tu arrives aussi. On n'est pas québécois, on n'est pas né au Québec. Donc, une tension entre les deux, qui on est, quoi, hein, même ne serait-ce que nationalement. Et ça, cette vie avec Françoise entre les deux, pour combler les écarts, ça m'a appris une petite. J'avais fait mes études de psycho, entre autres, avec Piaget, et il disait comment les enfants construisent leur espace, quoi, hein. Et j'étais obligé de revenir à ça. Il dit ils construisent leur espace avec leur déplacement. Et j'étais obligé de revenir à ça pour comprendre que nos déplacements permettaient de construire notre temps, notre temporalité, mais aussi notre espace, quoi, hein. Un espace transatlantique, un temps un peu transcendant les différences, les différences. Donc, et j'ai distingué entre autres sur les demeures. Les demeures, il y a des demeures résidences et des demeures habitat de vie, quoi, hein. C'est-à-dire le chalet, par exemple, on a commencé à vraiment le construire quand on a décalé, quand moi je suis reparti habiter en France. Alors il y a les Québécois qui nous disaient, mais pourquoi tu aménages ton chalet, tu repars ou vous repartez en France, quoi, hein. Alors je pense que ce qui pour moi a assuré la vie, ce qui a créé la vie, c'est des espaces fondateurs. Et dans son récit, Françoise, on s'est rencontrés dans une maison de rencontre pour jeunes adultes en recherche d'eux-mêmes dans les Pyrénées. Euh, et Françoise, dans son ouvrage, dit en fait, le chalet, là, perdu au fond des bois, c'est le barège qu'on a fondé, quoi, hein. Et attends, Françoise, est-ce que le Gaston que tu connaissais, que tu aimais, que tu aimes, est-ce que celui après l'écriture du livre, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que tu en as découvert autre chose de ton Gaston? C'est possible, mais je ne sais pas. C'est que la vie change tous les jours. Les épisodes de la vie changent tous les jours. Dans notre vie, il n'y a pas eu que la publication de mon livre cet hiver. Il y a bien d'autres événements. Alors, qu'est-ce qui est dû au cours de la vie qui change, à la vieillesse qui s'installe dans nos corps? Qu'est-ce qui est dû au livre? Moi, je ne sais pas. C'est qu'il y a eu le livre, c'est exact, mais on devient de plus en plus vieux, on peut faire de moins en moins de choses. Alors, faut-il attribuer ceci à Pierre, à Paul ou à Arthur? Moi, j'en sais rien. J'oserais encore dire un mot. Je pense que c'est la puissance de la reconnaissance et puis le mystère de la réciprocité, Claire, hein. Ça, c'est un mystère.
Merci. D'autres personnes veulent intervenir? Oui, je voulais mettre en évidence quelque chose qui est apparu dans la lecture, et moins dans ta conférence, mais en lisant le livre, ce qui sort très fortement, c'est la quantité incroyable d'utilisage de liens aussi bien franco-québécois que à chaque fois que tu entreprends quelque chose, tu es soutenu, mais ce soutien-là, tu le construis. C'est pas du tout quelque chose qui est acquis. Et par contre, ce sont ces liens-là qui te permettent d'exister et de faire. Eh ben, j'ai trouvé, peut-être que tu pourrais dire quelque chose sur ça, la Oui, force du lien. alors, les liens, je crois que je tiens ça de ma mère. Ma mère, qui a eu une vie, surtout une enfance pas mal bouleversée, qui l'a raconté d'ailleurs dans son livre Cœur d'enfance en Indochine, et puis qui a Mhm, continué à le raconter dans ses lettres à mon père pendant la guerre, mhm, publication de notre cher L'Harmattan. Donc, mhm, je tiens de ma mère le désir de garder des liens et d'entretenir des liens. Depuis que je suis toute petite, maman écrivait beaucoup de lettres et était blessée quand on ne lui répondait pas. Notamment, il y a une mhm. cousine qui ne lui répondait jamais et ça blessait maman. Tous les ans, au moment des vœux, maman écrivait des dizaines de lettres, toujours. Toujours. Le courrier fonctionnait, même pendant la guerre, sauf quelques périodes, et maman écrivait des lettres et les gardait. Et quand on a déménagé, on en a lu des morceaux et on a dû se départir de lettres. Je ne pouvais pas revenir avec une valise pleine de lettres, surtout qu'on les a dépouillées après le déménagement. Mais je tiens la nécessité, je dirais, presque vitale d'entretenir des liens de mon enfance et de ma jeunesse avec ma mère. C'est une habitude familiale, garder des liens avec tout le monde. Il y avait des liens par écrit avec des gens qui n'étaient géographiquement pas proches, et puis il y avait les liens avec les voisins. Maman a toujours insisté pour qu'on soit poli avec les voisins, qu'on dise toujours bonjour, merci, au revoir, même les voisins qu'on connaissait à peine ou qui ne voulaient pas être connus. Pour ma mère, le lien était essentiel à la vie de tous les jours. Et la reconnaissance du lien et la conservation du lien, garder toujours des liens. Ce qui fait que à nos âges maintenant, ça fait beaucoup de liens qui se sont accumulés, avec bonheur d'ailleurs. Mhm. Alors des fois, je ne peux pas écrire à tout le monde tout le temps, je fais des circulaires, des fois il y en a qui reçoivent trop, mais c'est sûr que ça compte le lien chez nous. André, Il y a un autre aspect qui apparaît aussi, c'est dans ces liens, c'est qu'il y a une dominante très fortement féminine, ce qui est très moderne finalement, parce que dès le départ, tu fais un choix quand même assez étonnant avec HECJF, qui est pas du tout évident à l'époque, de prendre une forme d'autonomie par rapport au travail, et, par la suite, tout ton travail porte sur des femmes qui ont été porteurs de projets très importants puisqu'ils sont à la base de la création du Québec. Donc, on voit que tu as donné tu as mis en évidence le fait que des femmes peuvent construire leur vie par elles-mêmes euh, et pour elles-mêmes. Oui, mais je pense que ça ne me paraissait pas nécessaire de mettre en valeur le rôle des hommes dans la société. C'est ce qui changeait par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir et de lire, c'était la prise de pouvoir d'une certaine façon des femmes et la confiance des femmes en elles-mêmes, confiance dont j'ai toujours manqué, la sororité. d'où la sororité dans le livre. Voilà. Mais André, André voulait dire quelque chose. Oui, vas-y, Henri. Oui, Mireille, oui.
On t'entend pas? Ça Ça va? y est. Oui, Ouais. Ça y est? Euh, moi, j'ai fait le lien entre décalage et je me disais, c'est le même enjeu à propos de l'espace, comme Gaston, suite aux questions de Claire, c'est la même question à propos de l'espace. Euh, et donc, ma question à François, c'est, ben oui, mais les racines, quelles sont-elles? Et, euh, et les ailes, en d'autres termes, est-ce que l'espace, on pourrait le féminiser? Ce que je veux dire par ça, c'est donner naissance, c'est fondamental. Et donc, je me disais, est-ce que ça se peut que Françoise ait une compréhension du lieu ou de les racines qui soit un peu différente de Gaston et qu'elle, euh, elle parle de ses racines à son couple d'une certaine manière, puis Gaston, ça l'éclaire, ça l'avance, puis l'inverse, Gaston vit autrement la même affaire, puis il s'en va de l'autre côté. En d'autres termes, euh, le décalage, ça a dû être un enjeu, comme l'espace, ça a dû être un enjeu, point d'interrogation. Voilà. Oui, peut-être. Euh, Ça me met dans l'embarras, ta question. Euh, j'ai du mal avec le mot enjeu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que bien que Gaston ait beaucoup voyagé, j'ai toujours considéré comme un sédentaire. Moi, j'ai très peu voyagé, mais pendant mon enfance, j'ai quand même beaucoup voyagé. Euh, Toulouse, Dax, Bayonne, Tours, Montluçon, la campagne de ma grand-mère dans la Sarthe, aller-retour dans tous les sens. Comme on ne payait pas les voyages quand j'étais enfant, on passait toutes nos vacances à Bayonne, même quand on habitait Tours-Montluçon ou Paris. Pour moi, le train, c'est presque une maison. Voyager, c'était mon habitude. Je... Oui, 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 mais là tu mets le doigt sur quelque chose, parce que moi je suis d'origine rurale et le village est ma référence majeure, quoi. J'étais jamais sorti à plus de 10 kilomètres de chez moi, jusque presque, enfin disons 11 ans, hein. Euh, et donc, en venant au Québec, moi, j'avais vraiment l'impression de perdre mes racines, quoi, hein. Euh, et, et la création du chalet a été vue comme un enracinement rural. Euh, et en ce sens-là, il répond à mon besoin de racines. Mais il faut articuler, là, et ça revient souvent, les racines et les ailes, quoi, hein. Et l'espace, il est à la fois terre à terre, et puis à la fois, c'est l'espace aérien, quoi, hein. Donc, c'est dans cet intervalle-là, c'est cet intervalle-là qu'il faut euh, habiter pour exister. Alors, et ça, je pense qu'avec les discussions sur les intervalles, les interfaces, les interpersonnels, on rejoint ce, ce tiers caché, mystérieux, qui permet de relier ce qui est disjoint, quoi, hein. Je garde, permettez, je garde ma question à François, c'est, elle a une expérience de maternité. Et donc, les racines, ça doit avoir aussi une dimension qui n'a pas été mentionnée, mais que, comme je vous connais, me dit, ça a dû jouer drôlement. Attends, les racines et la maternité. Ben, c'est dans le concept de générativité. Je viens de mes racines et j'ai donné la vie. Euh, oui, ben tu peux reformuler. C'est le rapport entre la maternité et les racines. C'est une sorte de continuité. C'est le relais qu'on prend, le relais de la vie.
le relais de l'existence. La générativité intergénérationnelle, hein, J'ajouterais, moi, juste Diane. une petite question. Tes racines, elles étaient en France, hein, à Bayonne et bon, dans l'endroit où tu habitais. Et là, Oui. tu donnes la vie, mais tu donnes la vie tout à fait au Québec, Au Québec, à Montréal, oui. à Montréal, oui. Alors, en tout cas, je pense que souvent, quand on est enceinte pour la première fois, euh, on aime être près de sa mère ou parce qu'il y a un lien qu'on établit de façon plus particulière dans cette période de vie, en tout cas. Moi, j'ai ressenti ça, puis j'ai une fille qui a eu des enfants et c'était la même chose. Puis j'ai souvent entendu ça. Toi, ben, tu étais dans ton décalage, au fond. Tu as donné la vie à Montréal et tes enfants, leurs racines, j'imagine que c'est beaucoup Montréal. Même s'ils sont français, puis ils sont souvent allés en France aussi, en tout cas. Oui, c'est vrai que ma mère n'était pas là quand j'ai accouché, mais ça m'a pas beaucoup dérangé. Vraiment pas. Je ne sais pas si elle, ça l'a gênée. Mais moi, ça m'a absolument pas gênée parce qu'à OK. Montréal, on a tout de suite eu un réseau d'amis. Je me souviens de deux collègues de Gaston, Pierre Amiot, qui n'est plus et qui est venu me voir à l'hôpital Maisonneuve avec Gaston, et puis Thérèse Desjardins, qui n'est pas parmi nous d'ailleurs, elle n'a pas dû savoir se brancher. Thérèse Desjardins, collègue de Gaston, qui est venue me voir à l'hôpital, qui m'a ramené chez nous avec le bébé Yann, et qui s'est toujours occupée de nos enfants comme si elle était une grand-mère. Toujours, Ah toujours, oui. toujours. Au point que mes sœurs étaient un peu jalouses parce que c'est Thérèse qui jouait le rôle de la famille proche de la grand-mère. OK. Et ça a été dès le départ, dès la naissance de Yann. Et même, il y a une amie d'amis qui était professeure à Marie de France, le lycée français en face chez nous à l'époque, qui m'a dit quand je lui ai téléphoné, vous n'avez pas besoin de moi maintenant, mais dès que votre bébé sera revenu à la maison, là, vous aurez besoin de moi. Et les premiers temps, elle est venue une fois par semaine chez nous pour garder Yann pendant que j'allais faire mon Stenberg, comme on disait, mon marché. Oui. Euh, C'est-à-dire que d'une certaine manière, le rôle de la famille a été remplacé par celui des Oui. amis. Un substitut, oui. D'accord. OK. Qui est-ce qui m'offre du ketchup? Une amie, n'est-ce pas? C'est pas ma mère ou ma soeur qui n'est pas là. Et c'est pareil pour une multitude de choses. Ben, dans ce prolongement, je pense que je vois apparaître Hervé là. Euh, C'est-à-dire, ça concrétise, enfin, ce que le CISH, si on est là, c'est grâce au CISH, hein, et à l'exploration de ces relations de générativité familiale, mais aussi sociale, quoi, hein. L'imbrication entre les générativités familiales et sociales, quoi, hein, et avec les intergénérations. Merci Hervé et merci à Pierre de nous permettre de exprimer un peu, même en balbutiant, ces grandes réalités. Ouais. Bah, ce qui serait important, et là je pense que Gaston, ça a été longtemps votre champ de recherche et peut-être encore aujourd'hui, c'est c'est tout ça, c'est comment une histoire de vie émerge, comment on- on- quand on se met à écrire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, comment on choisit tel ou tel événement,
comment on les articule, tout ce travail, puisqu'on sait bien que c'est un travail de reconstruction. Et donc déjà, il y a le comment ça marche. Voilà. Françoise nous a donné un reflet d'elle, mais comment elle a choisi ces reflets, comment elle les a cousus, euh, qu'est-ce qu'elle a appris d'elle-même, qu'est-ce qu'elle savait avant, puis qu'elle sait maintenant en plus. Il y a tout un extraordinaire processus caché là-dedans. Et comment faire que ce processus devienne l'objet même aussi de la réflexion, de la recherche. Ça, c'est tout le versant, justement, recherche sur les histoires de vie. Comment ça marche tout ça? Parce que on peut tous là se donner comme objectif d'écrire notre vie, comme a fait Françoise, mais comment on va s'y prendre? Comment dans notre tête ça va travailler, dans notre cœur, dans notre... il y a des processus à repérer là-dedans. Oui, mais j'ai rien raisonné. Et voilà, en même temps. Un beau jour du mois de mars 2024, alors que j'étais en train de travailler sur un album texte et photos sur mes grands-parents, et que une de mes sœurs était très vexée parce qu'on n'avait pas d'origine noble ni riche, je me suis dit, je vais écrire mon histoire de vie. Et c'est parti comme ça tout d'un coup, sans que ce soit réfléchi, pensé en aucune façon. Et ensuite, je n'ai rien choisi du tout, mais vraiment pas. Le texte est venu non pas tout seul, parce que je l'ai révisé 36 fois pour compléter, arrondir, mais j'ai rien réfléchi d'avance. Il y avait les 4 parties qui se sont imposées à cause des années, et puis des grandes mutations. Mais les choses sont venues les unes après les autres, un peu en désordre. Alors j'ai regroupé, comme je parle maintenant, c'est désordre, mais j'essaie de regrouper. Alors ce que ça a changé, c'est surtout les commentaires après. Notamment avec mes sœurs, on a eu de longues conversations par courriel essentiellement, de longues conversations parce qu'il y a des événements qu'on ne voyait pas du tout de la même façon, chacune ayant son point de vue. La petite sœur qui est née en 1940, il y a des bouts qu'elle n'a jamais connus. Ma jeune sœur qui est née en 1952 n'a pas du tout connu ce qui a précédé, mais nous n'avons pas connu de grande partie de sa vie avec nos parents parce qu'on était déjà partis. Et puis, il y a eu des interprétations. Quand je suis rentrée au Carmel, je ne pensais pas que ça ferait un drame familial. Et ça a fait un drame familial. Et mon histoire de vie a peut-être éclairé le drame en question. Je ne sais pas si elles ont vraiment changé d'avis sur le sujet ou si elles ont fait semblant pour me faire plaisir. Je ne sais pas. Moi, oui, Claire, t'entends pas? Oui, oui. C'est très court. C'est même pas une question, c'est une hypothèse ou un ressenti de ma part. Je pense qu'il y a une articulation vraiment très intéressante entre l'humour et l'intime. Et ce qui permet, comme si ce qui permet de dire l'intime et pour les autres de le recevoir, c'est l'humour et enfin, c'est quand quelqu'un a dit tout à l'heure, je sais plus, t'es une conteuse. T'es une conteuse en faisant à la fois tu nous emmènes et puis il y a sans arrêt un petit sourire, une petite ouais c'est ça, ce qu'on peut appeler de l'humour. Et moi je trouve que ça peut être une réflexion intéressante, cette question de ce qui permet, voilà, la capacité de dire l'intime grâce à l'humour sans se dévoiler complètement. Ça m'a beaucoup plu pendant ton récit. Bonne question. Oui, moi j'aimerais avoir l'avis de Marie-Claude Bernard parce que elle a quand même écrit la postface et puis on va se revoir grâce à elle en octobre donc pour traiter toutes ces méga questions. Alors Marie-Claude.
Alors bonjour, bonjour Gaston, bonjour tous les autres que je n'avais pas salué au début. Ben, merci aux organisateurs de cette rencontre virtuelle. Merci beaucoup Françoise pour ton récit. J'ai retrouvé plus d'informations encore que ce que tu nous as apporté dans le livre, hein. Ah, j'ai peut-être dit des choses que je n'ai pas écrites, Oui, oui. c'est bien Oui, possible. oui, 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 et c'est très enrichissant. Puis je trouve que c'est ça un récit selon ce que j'en comprends, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on raconte à un moment donné avec des interlocuteurs donnés dans un lieu déterminé. Et chaque fois, même si c'est la même histoire, on peut la raconter de façon un peu différente, avec des précisions, des détails qu'on n'a peut-être pas apportés au moment de l'écrire, mais au moment où on en parle. Je trouve ça très intéressant et je trouve, je trouve plusieurs des choses que les autres ont dit. De un, l'amour pour Gaston. Je suis aussi très frappée par cela et par la présence de Gaston dans ton récit et aujourd'hui que tu le racontes, les fois où son prénom est apparu. Et aussi le lien. Je trouve que ça, c'est très beau dans ton récit. Tu as su le lier du début à la fin, mais c'est un parcours du lien, je dirais, parce que tu es quelqu'un qui est en relation et qui garde ses relations. Et ça, c'est très frappant et c'est très beau parce que tu construis bon, déjà les liens de famille qui nous unissent sans les avoir choisis, mais tu les gardes. Et par la suite, tu crées des nouvelles familles avec des nouveaux liens et tu les gardes. C'est des liens qui demeurent et ça, c'est d'une richesse remarquable et ça touche énormément nos cœurs. Et c'est la sororité, je pense aussi, mais c'est aussi la spiritualité. Ces liens, c'est des constructions très, très serrées. C'est des fils à trois brins qui ne se brisent pas facilement ou qui ne se briseront jamais. Voilà un petit mon apport. Et, et le colloque se prépare bien parce qu'il y en a une série. Beaucoup d'ici vont intervenir, on espère, hein? Oui, ça me fait très plaisir de reconnaître déjà des visages. Je connaissais les noms, mais pas les visages. Et on a reçu trop de présentations, c'est-à-dire trop, beaucoup plus que prévu. Donc, ça nous demande un effort considérable dans les évaluations. Et aujourd'hui, j'en ai reçu encore deux personnes qui veulent un délai supplémentaire pour présenter. Et là, je dois leur dire non, parce que même ceux qui ont respecté les dates, euh, on en a déjà trop, puisque ben, le monastère est petit, les salles ne sont pas énormes non plus, donc on doit malheureusement être un peu sévère dans certaines évaluations, mais on va se retrouver ensemble et c'est très réjouissant. Voilà ce que je peux vous dire. On travaille fort en ce moment dans les évaluations et je reçois, on est en train d'évaluer à deux évaluateurs par communication. Et là, je commence à en avoir déjà avec les deux regards, qui est la plupart du temps convergent. Donc ça, c'est rassurant. Et donc, on va préparer ces réponses avec les deux grilles des deux personnes qui ont évalué. Voilà. Beaucoup de richesse. Bravo. Alors, pour répondre quelque chose à Gaston, puis peut-être peu à peu nous acheminer vers la conclusion, le collège, en fait, c'est curieux ce qui est en train de se passer au collège. On en parlait au conseil mardi dernier, si je ne me trompe pas, oui. En fait, le Collège international des seniors Harmattan se voit peu à peu être bicaméral. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des membres qui sont là depuis le début, depuis 6, 7, 8 ans, et où on a encore le reflet de sa fondation en tant que réunion de scientifiques
souvent émérites, etc. Et donc trônent les uns à côté des autres, la sociologie, l'anthropologie, les sciences infocom, les sciences de l'éducation, la psychologie, l'ingénierie, etc. Et on sent qu'on est dans les grands domaines, les grandes disciplines, avec des chercheurs, des regards, des grandes carrières derrière eux, etc. Et puis, c'est développé à travers le groupe Claire, Gaston, etc. Se développe tout ce champ de l'intime, de la réciprocité, de l'histoire de vie, de l'inclusion, toute une autre dimension. Et alors, c'est drôle parce que moi qui essaye d'animer un peu tout ça et de faire des liens et de pousser tout le monde à parler, à écrire, etc. Je dis je, mais c'est avec mon complice Pierre tout le temps. Euh, on passe des phases où on sent que c'est complètement dissocié et où c'est presque, on se dit, oulala, comment on va gérer cette association si elle devient avec deux chambres, l'Assemblée générale d'un côté et le Sénat de l'autre, et c'est en communication, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, on va réussir à ce que un côté donne à manger à l'autre et peu à peu donne à réfléchir, parce que c'est extraordinaire de voir ce travail très intimiste, très amour, histoire de vie, enfant, maternité, et on parle de choses presque de la vie intérieure de chacun, tout ça. Et de l'autre côté, les grands concepts qui viennent. Et c'est bien ça notre problématique souvent d'humain en plus, hein, d'ailleurs, c'est de recoudre tout ça, d'amener l'un à l'autre, de l'autre à l'un, etc., de les joindre, là encore, de les relier, tout ça. Et je trouve qu'en ce moment, le collège est dans une phase de ce côté-là assez passionnante. On va en avoir l'exemple avec le prochain bouquin qu'on va sortir, et, qui est donc, puisque c'est le bicentenaire de la naissance de Louis Braille, d'un seul coup, ma vie personnelle de non-voyant a fait que d'un coup, j'ai pris conscience que je laissais dormir dans un coin toute mon histoire de perte de vue, de Louis Braille, de Braille. Si je me retrouve à nager dans les livres, dans vos articles, dans aider à publier, si je me retrouve directeur de publication chez l'Harmattan, etc., mais c'est parce qu'un jour j'ai rencontré le Braille, sinon je serais pas là à l'aise avec vous, au milieu de l'écrit, etc. Et donc, d'un coup, j'ai pris conscience d'un truc complètement intime. Du coup, j'ai travaillé à la publication de ce livre qui va sortir euh, prochainement. Et en même temps, je me suis dit, bah voilà, là, il y a bien ce côté complètement intime en toi, très, très précis, très récit de vie, voilà. Et de l'autre côté, tu es passionné par ce que raconte notre sociologue Anne-Marie, notre anthropologue Clara, etc., etc. Euh, comment on va fabriquer notre collège avec ces deux dimensions qu'il ne faut surtout pas qu'on écarte et au contraire qu'on l'une de l'autre et l'autre de l'une. Voilà. C'est un peu ça qui me fascine en ce moment, en essayant de faire un pas de côté dans mon petit rôle de président du collège, de tenter de pousser tout en avant. Et j'aimerais bien que vous réagissiez un tout petit peu, vous qui êtes plutôt la chambre, entre guillemets, intimiste du collège, et, euh, et qu'on conclue là-dessus. Voilà. Quelques réactions sur cette petite idée-là, quoi, d'articulation. Voilà. Bon, moi, je vais dire bye. Si j'ai un petit moment, Arnaud? peut-être, mais simplement pour dire à Hervé et à tout le monde, mais en rapport avec ce que disait Hervé, c'est que ça me paraît vraiment très important que les deux tendances ne se séparent pas, parce que c'est seulement dans la mesure
où Moi, j'ai les bien donc, grandes synthèses sociologiques, anthropologiques ou psychologiques peuvent s'appliquer aux choses concrètes, qu'elles sont intéressantes. Hein, donc, simplement pour aller dans le sens de ce qu'Hervé disait, hein, et je n'ai pas envie de parler plus longtemps, mais c'est l'avis que je voulais donner. Je ne suis pas étonné que ce soit Dan qui pousse encore plus loin l'envie de réunir toutes ces réflexions. Moi, je trouve que ce serait formidable si le collège avait aussi ça sans cesse comme projet et comme travail, ce lien sans cesse entre les grands champs disciplinaires, les grands concepts, les grandes idées, etc. Et ce travail de chaque individu, de chaque personne, de chaque trajet. Je trouve que c'est le... Bon, Dan est dans la santé, provient de la santé et de bien d'autres choses. Moi, je proviens de la santé et des sciences de l'éducation pas mal aussi. Je crois que c'est vraiment ce qui caractérise ce type de science, c'est-à-dire d'avoir vécu dans notre vie professionnelle, bah, d'avoir vu chaque personne comme un monde, comme un roman, comme un récit, voilà, et d'avoir regardé les grands concepts tourner autour, quoi. Cette articulation entre les grandes idées et chaque personne me semble un sujet même pas encore assez réfléchi, quoi. Voilà. Et je trouve que si le collège fait ce travail, c'est intéressant aussi. Ouais. Marc Voilà. voudrait Ok, dire je vais quelque prendre la chose. parole. Moi aussi. Marc. Marc, Oui, alors, sur suggestion de Claire, je vous transmettrai bien volontiers une phrase qui a été écrite par Maurice Blondel en 1899 dans son livre L'Action. La phrase est la suivante: la pensée qui suit l'action est riche et plus riche d'un infini que la pensée qui précède l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les théoriciens aux praticiens, mais il faut avoir à l'esprit quand même que le praticien, s'il a l'occasion de théoriser, va beaucoup plus loin que celui qui travaille dans l'abstrait. Bon, la phrase de Blondel, je ne vais pas la commenter. J'imagine que chacun de vous pourrait avoir envie de la commenter longuement, mais c'est quand même important. C'est exactement notre question. C'est exactement notre question. exactement ça. Ouais. Moi, je voudrais dire que ça s'inscrit dans la complexité générale, pour reprendre cette terminologie qui est probablement chère à Hervé aussi, avec tous les liens qu'on a directement, indirectement avec Edgar Morin. Et toute cette multiplication, cet amalgame peut produire des types d'émergence qui s'inscrivent parfaitement dans l'esprit de complexité qui dirige actuellement beaucoup de nos comportements. Mhm. Bon, on va peut-être Je conclure comme voulais dire ça. aussi que c'était... Pardon, Hervé. Vas-y, Pierrot. Oui, non, non, mais pas de souci, pas de souci. Je me disais que c'était pas facile de répondre à ta question, et puis en entendant les réponses des uns et des autres, mais ça me semblait tellement évident Ouais. d'associer à la fois la compréhension des concepts et puis la mise en œuvre que l'on met au quotidien sur ces concepts-là. Et Alain, en parlant tout de suite là de complexité, je me dis comment est-ce que nos échanges permettent d'approcher moi, ce que j'appelle la simplexité, c'est-à-dire quelle est la complexité qui aujourd'hui m'est accessible, mais va me renvoyer vers d'autres questions, vers des approfondissements. Et que sans doute la multiplicité des personnes qui sont sur le groupe, les différents apports permettent de faire du lien, et puis ce que l'on peut transformer, c'est quand même notre réalité quotidienne. Mais on ne peut pas la transformer si on n'a pas non plus des liens qui sont soulignés avec les concepts. Enfin, ouais, voilà, ça me semble être tellement évident, cette complémentarité-là, et tellement nécessaire. Ça me renvoie vers un des livres d'Edgar qui est peut-être passé un peu inaperçu, c'est Mes démons. Il faudrait retourner lire Mes démons, je crois qu'il l'a écrit dans les années 94-15 par là, et où justement il travaille sur lui-même. Je pense que d'ailleurs c'est ce qu'il fait dans ses plus récents. Ce travail de comment mon intime a entraîné ma pensée et comment ma pensée a changé mon intime. Et du coup, il appelle ça Mes démons. Effectivement. Ouais. Bon, eh ben bravo, Françoise, merci.
Merci à vous. Merci le Québec, merci Marie-Claude, merci tout le monde d'être là. Et puis on continue, on essaye de proposer de nouvelles visioconférences. Hein. Avec Pierre, on est en recherche pour le programme de l'année à venir à partir de septembre. Donc s'il y a des propositions, nous sommes preneurs. Et puis le Collège international des seniors donc, a une chaîne où sera déposée cette vidéo et on tient à jour un peu l'écoute maintenant de ces vidéos pour voir un peu ce qu'elles deviennent. Et donc, n'hésitez pas à inviter des gens à regarder ça et à nous rejoindre dans l'association. Voilà. Merci à tout le monde et à suivre. Merci à Bye bye. Au revoir. Bye. vous. Au revoir, merci. Bientôt. Bien content de vous avoir entendu. Merci beaucoup. Merci, merci. Ciao. À bientôt au Québec.